les Métis vs Léopold Sédar Senghor en mai 1947. Que s'est-il passé entre les Métis et Senghor? En fait, j'étais en train de regarder. Comme d'habitude, moi, je kiffe fouiller Gallica, lire des journaux coloniaux et tout. Et là, je tombe sur un journal qui s'appelle Réveil et qui parle vachement des Africains. Mettra-t-on un terme aux menées racistes de certains cafetiers et restaurateurs dakarois? Ton. Lettre ouverte à monsieur Marius Moutet, ministre de la France d'Outre-mer. Ton. Africains, mes compatriotes, soyons vigilants. Je me dis, waouh, incroyable, un nouveau journal à l'époque coloniale, mais là, il a l'air anticolonial. Et parce qu'en général, moi, je tombe sur des journaux qui sont pro-coloniaux. C'est les colonialistes qui les écrivent. Et là, c'est pas le cas. Je me dis, c'est intéressant. Et là, je vois cet article. Il n'y a pas de problème du métis. Waouh! C'est une vraie affirmation. Et c'est Léopold Sédar Senghor qui écrit cet article. Et un peu plus tard, je tombe sur un autre article dans le journal Clarté, Parti socialiste sénégalais, où là, il y a l'association philanthropique des Métis qui publie leur dernière action. Et en fait, je comprends que cet article de Léopold Sédar Senghor est une critique à l'action qui a été menée par l'association philanthropique des Métis. Et ensuite, il va s'en suivre une bataille, parce qu'ils vont faire une tribune libre dans un autre journal qui s'appelle Le Sénégal, où ils vont répondre à monsieur Léopold Sédar Senghor sur le démenti du problème des Métis. Ensuite, ils vont répondre Senghor va répondre en mettant un bis, genre, il n'y a pas de problème du métis, 2 lettres aux hommes de bonne volonté. Et ensuite, ils vont répondre dans La Clarté quelques réflexions d'un groupe de métis membres de l'association philanthropique qui estiment n'avoir pas à observer la correction de leur groupement à Léopold Sédar Senghor, le plus grand cerveau de l'Afrique noire. Je me suis dit, waouh, ça part en vrai clash en 1947. Le journal titré Le Woke en français. Et du coup, je me suis dit, vas-y, venez, on lit ce truc, en fait. Est-ce que ça vous intéresse de lire ce clash entre Métis et Senghor? Ou est-ce que c'est juste une lubie que j'ai tout seul? Parce que je sais que je suis un peu dans des trucs pointus, parfois, je me dis, wow, tout le monde s'en fout. Ah, Barbure, merci. Merci de soutenir. J'ai passé genre 3 heures à lire le truc et tout, j'ai surligné des trucs. Colibri 973, yes, j'ai votre validation. Bon bah super. On va peut-être pas tout lire parce que c'est quand même des longs textes, mais je vais essayer de lire de manière posée. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'interrompre, à me dire attends, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Comme ça je pourrais vous donner du contexte. Mais peut-être déjà on va commencer par 2 éléments de contexte du coup. Léopold Sédar Senghor, qui était-il? C'était ce monsieur-là. Ce monsieur-là, né le 9 octobre 1906 au Sénégal, mort en décembre 2001. Il a vécu vraiment vieux, presque 100 ans. Homme d'État français puis sénégalais. Alors pourquoi français puis sénégalais? Puisqu'il était colonisé français, puis il est devenu sénégalais. Mais toutes les personnes qui sont nées avant 1960 ont été françaises avant de devenir les Africains, les Asiatiques, les Malgaches, peu importe tous les pays qui ont été décolonisés. Et donc, premier président de la République du Sénégal. Il est ministre en France avant l'indépendance du Sénégal et est le premier Africain à siéger à l'Académie française. Donc Léopold Sédar Senghor, c'est un personnage très particulier. Il fait partie des pères de ce qu'on appelle la négritude. Il est le symbole de la coopération entre la France et ses anciennes colonies pour ses partisans, ou bien le symbole du néocolonialisme français en Afrique pour ses détracteurs. Et oui, c'est une vie très complexe, Léopold Sédar Senghor. On pourra peut-être y revenir dans une vidéo spécialement sur lui. Mais c'est un personnage très intéressant. Et donc à cette époque, en 1947, qu'est-ce qui se passe en France? Là, vous devez aussi comprendre, 1947, je vais taper Union française, parce que ça vous permettra de comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Donc, voilà. L'Union française. En fait, il faut savoir que la France, elle sort de la Seconde Guerre mondiale, et donc, elle doit revoir son lien aux colonies. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez vu, on l'a vu tout à l'heure dans le documentaire, hein, pour ceux et ceux qui étaient là encore. En fait, la France a été en partie libérée grâce à l'action des Africains
puisque c'était l'Afrique qui a accueilli ce qu'on appelait la France libre de Gaulle. C'est d'abord, la capitale c'était Brazzaville, puis Alger, ça se passait en Afrique. Donc les colons français, ils se sont battus pendant la Seconde Guerre mondiale en disant au peuple colonisé « battez-vous pour la liberté, contre la domination, contre la colonisation nazie, etc. » Bon, la guerre finit, et les Français, ils sont en mode « bon, vous n'êtes pas encore totalement mature pour avoir l'autonomie, donc nous, on reste pour le coup. Il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de séparatisme au sein de la République. » Et donc, les Africains, ils sont un peu vénères. Et ils se disent, attendez, on était censé se battre contre la colonisation nazie, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, les Français, ils créent l'Union française. L'Union française, c'est quoi ? C'est le nouveau nom de l'Empire colonial français, sauf qu'au lieu d'être Empire colonial, tu vois, qui était un peu mal vu, quoi, ça devient une union d'États souverains, entre guillemets, mais en fait pas souverains du tout. En tout cas, c'est des États qui sont, pour l'instant, sous tutelle de la France. Mais c'est une union, et c'est un peu comme le Commonwealth des Anglais qui existe toujours. Le Commonwealth, ça existe toujours. Commonwealth, comment on écrit ça ? J'écris n'importe comment, voilà. Le Commonwealth, vous connaissez, c'est le modèle colonial anglais qui fait qu'il y a une autonomie de tous les membres du Commonwealth, mais ils sont toujours quand même sous, entre guillemets, la tutelle britannique, même si la tutelle britannique est beaucoup moins... elle rentre beaucoup moins... Enfin, je sais pas comment dire, elle est beaucoup moins intrusive que celle française. Et donc l'Union française, c'était un test pour copier le Commonwealth, mais en gardant la France comme, métropole coloniale, tout simplement. Et du coup, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est aussi le contexte de la création de la 4e République. L'Union française, elle existe parce qu'on passe de la 3e à la 4e République. Donc l'Union française est l'organisation politique de la France et de son empire colonial créée par la constitution de la 4e République. Et donc, pour écrire cette constitution, on a fait rentrer, parmi les députés, etc., des députés des colonies, puisqu'on a dit, ok, ils sont toujours sous tutelle française, mais ils ont quand même droit à une représentation politique. Et donc il y a des députés noirs d'Afrique du Nord, d'Asie, qui arrivent dans l'Assemblée française. Et ça, c'est un mouvement, c'est une modification totale du jeu politique français. Sauf que ces députés, ils n'ont pas accès aux vraies institutions de France, ils ont accès au Conseil de l'Union française. Et donc Léopold Sédar Senghor, ça va être un de ses premiers députés, comme d'autres, il y a Félix Houphouët-Boigny, il y a plein de députés qui vont entrer, en fait, qui vont devenir des hommes politiques français, mais cantonnés au Conseil de l'Union française, ce qui veut dire que les décisions qu'ils prennent peuvent engager les colonies, mais ne peuvent pas vraiment avoir d'impact sur la métropole. Et en plus, pour les voter, en fait, les blancs des colonies, on va dire la voix d'un blanc vaut la voix de 100 noirs. Là, je fais un faux chiffre, c'est exprès, mais c'est juste pour que vous compreniez que à ce moment-là, pour élire ces députés, les Noirs ont des voix qui comptent moins, ou les colonisés ont des voix qui comptent moins, et du coup, ça rend impossible le fait de se retrouver avec une majorité de députés non-blancs. En fait, il y a quasiment une égalité entre les blancs et les non-blancs dans les colonies. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a une minorité de colons, mais ils sont représentés de la même manière que l'énorme majorité des colonisés. Ce qui fait que les députés colonisés n'ont pas beaucoup de poids. Mais c'est quand même une énorme avancée. Donc voilà, là vous avez le contexte, et c'est dans ce contexte que on a ce débat qui prend part. 1947, donc on est l'année d'après la création de l'Union française, on est au moment où Léopold Sédar Senghor devient député de la République, et ils se disent on va pouvoir faire un truc différent, puisque on va pouvoir faire en sorte que dans cette Union française, la France ne soit plus la seule maîtresse, mais qu'il y ait une véritable égalité de tous les pays de l'Union. Ils y croient encore dur comme fer. Ouais, c'est exactement ce que vous dites en commentaire. Et donc, Léopold Sédar Senghor dit « J'ai lu depuis 1 an des articles fort intéressants sur le problème du métis. C'est un problème qui semble passionner l'opinion aofienne. » Alors, aofienne, c'est l'AOF, Afrique occidentale française. Quel que soit son intérêt des articles en question, quel que soit l'intérêt des articles en question et le sympathique effort de quelques métis de bonne volonté pour définir leur place dans la communauté négro-africaine, je pense qu'il n'y a pas de problème du métis. Alors là, il dit la communauté négro-africaine, pourquoi ? Parce que Senghor, c'est aussi un des penseurs de ce qu'on appelle la négritude. Donc il avait repensé le fait de se réapproprier le mot nègre, mais dans le sens négritude, c'est-à-dire réaffirmer une identité, des racines culturelles, du coup négro-africaines, comme il le dit à l'époque,
pour en fait, ça s'appelle le retournement du stigmate, pour reprendre le mot qui était péjoratif et qu'on envoyait à la face des Noirs. Eux, ils se sont réappropriés ça pour en refaire le cœur de leur fierté aussi. Donc à ce moment-là, lui, il appuie beaucoup sur ce terme négro-africaine. Ça n'a pas été toujours le cas dans sa trajectoire, mais à ce moment-là, c'était ça. Je pense donc qu'il n'y a pas de problème du métis. Plus précisément, à mon avis, les problèmes qui se posent aux métis ne sont pas différents de ceux qui se posent à telle ou telle fraction du peuple négro-africain. Ce qui veut dire, c'est que les métis ne sont pas différents du reste des Africains. Il n'y a pas de problème du métis parce que presque tous les Africains sont métissés. Non seulement les nègres de la savane ont du sang hamite ou sémite, et l'on sait l'influence des Peuls sur la somatologie, alors là je sais pas ce qu'ils racontent, mais les anthropologues continuent de déceler des infiltrations de sang blanc chez les peuples du golfe de Guinée et de l'AEF, donc l'Afrique équatoriale française. Je lisais dernièrement que l'on trouve chez un peuple d'AEF 5% d'hommes roux. Ces constatations rendent plus simple la solution de certaines questions que l'on sait plus à compliquer à des fins de division. Je dis rendre plus simple, car ces mêmes questions eussent pu, sans cela, être simplifiées. Alors là, il fait... Césaire, parce qu'il était pote avec Césaire Senghor. Senghor, il écrit de manière un peu complexe, un peu poétique, un peu littéraire. C'était avant tout un littéraire, un peu comme Césaire, justement. Si l'on aurait voulu leur donner une solution simplement humaine. La question des métis abandonnés, il pose, mais c'est celle même des enfants naturels. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Je vous explique. On va comprendre au fur et à mesure c'est quoi le problème du métis. Là, il est en train de faire une critique du problème du métis, mais il n'a pas totalement expliqué ce que c'était. Là, on va commencer à rentrer dans qu'est-ce que c'est que le problème du métis. Il dit la question des métis abandonnés, parce qu'il faut savoir que, à l'époque coloniale, il y avait donc des blancs qui arrivaient, qui étaient souvent des militaires, des médecins, etc., qui partaient à l'aventure, ou des personnes de classe populaire qui partaient à l'aventure, changer de classe sociale aux colonies. Avoir des galons, avoir plus d'argent, avoir la vie de rêve, etc., qui leur était impossible en France. Et du coup, quand ils arrivaient dans les colonies, on leur proposait ou on les encourageait à aller avec des femmes colonisées. Alors, je dis encourager, c'est pas forcément l'administration qui les encourageait, puisqu'elle était plutôt pour qu'ils restent entre blancs, mais entre eux, il y avait plein d'encouragements de dire « Ah, allez, vas-y, elles sont faciles, elles sont ceci, elles sont cela ». Donc, il y avait toute une mentalité comme ça. Et donc, il y a plein d'hommes c'était souvent des hommes qui allaient aux colonies, qui allaient coucher avec des femmes indigènes, et ensuite qui se barraient en abandonnant leurs enfants. Et donc, c'est ça qu'on appelle la question des métis abandonnés. Dans toutes les colonies, il y avait des enfants métis qui étaient en fait le résultat soit de viol des personnes, de femmes colonisées, soit d'union où le père ensuite est parti, n'a pas reconnu son enfant. En fait, il faisait des enfants et il partait. Et donc les métis se sont beaucoup mobilisés politiquement contre ça, et pour avoir justice à propos de ça. Et c'est ça que Senghor est en train de critiquer ici. Voilà, abandonnés dans le sens non reconnu par leur père. Et donc lui, Senghor, il dit, mais il n'y a pas que les métis qui ont ce problème. En fait, tous les enfants, que ce soit en France, en Afrique ou ailleurs, peuvent être abandonnés par leur père. Donc c'est pas un problème spécifiquement métis, c'est ça qu'il explique lui. Il dit, l'État se doit de les adopter et les éduquer. Donc tous les enfants abandonnés. Il ne s'agit pas de faire d'eux des privilégiés, ou des hommes tarés, une bourgeoisie de médecins, avocats, sages-femmes, ou des acaris du capitalisme européen. Bon, là c'est un peu dur à comprendre, mais en gros ce qu'il essaie de dire, c'est que les métis, en fait, à ce moment-là, l'administration les recueillait dans des orphelinats de métis, et du coup, ils devenaient ensuite, ils avaient des postes un peu privilégiés par rapport aux Noirs, en fait, parce qu'ils étaient un peu plus éduqués, et éduqués par des Blancs, en fait, à ce moment-là. Mais du coup, lui, il dit, tous les enfants devraient être adoptés et éduqués par l'État, ça ne devrait pas leur donner un statut de privilège. L'État se doit de permettre à chaque enfant abandonné d'occuper dans la société la place qui lui revient selon ses capacités et ses mérites, non selon la teinte de son épiderme. Qui dit que c'est pas parce que t'es métis que tu devrais être... genre que l'État devrait s'occuper de toi particulièrement. La question du petit métis, donc là les petits métis c'est autre chose, c'est les métis qui étaient, comme aujourd'hui on pourrait dire les petits blancs entre guillemets, c'est-à-dire des métis mais qui n'étaient pas des bourgeois, parce qu'il y avait d'autres métis, donc il y a les métis abandonnés, il y a les métis qui ont hérité de leur père et qui du coup sont des dominants, des colons, et il y a les petits métis qui sont un peu entre les deux, qui sont comme des noirs en fait, tout simplement à ce moment.
Et il dit, la question du petit métis, c'est celle de l'ouvrier ou de l'employé noir. Et le cas du bourgeois Wolof de Saint-Louis rejoint celui du bourgeois mulâtre de cette même ville. Donc il dit, il y a en fait la question de classe et avant la question de race. Je sais pas si c'est clair, n'hésitez pas à m'arrêter si vous voyez qu'il y a des trucs que vous comprenez pas. Il a pu sembler d'abord qu'il dut former une troisième race, sinon une troisième classe, que tiraillé entre un complexe de supériorité vis-à-vis du noir et un complexe d'infériorité vis-à-vis du blanc, son destin, c'est-à-dire son salut, le poussa naturellement à franchir la barre de couleur et à se perdre dans la race des seigneurs. Là, il parle des métis, qui serait un peu cette espèce de troisième race dans le cadre colonial. Vous comprenez que le cadre colonial, c'est celui qui définit les races, qui crée des classes liées aux races, c'est-à-dire que les blancs sont forcément plus forts que les noirs, et du coup les métis entre deux, ils se mettent de quel côté ? Mais l'avocat ou le vétérinaire Wolof, je pourrais dire tout couleur ou serrère, subit lui aussi la tentation du toubab bougnoul. Donc il dit, c'est pas que les métis qui ont envie d'aller rejoindre la race des seigneurs des blancs, c'est pareil pour les intellectuels noirs, en fait. Ils ont eux aussi envie de devenir le toubab bougnoul, quoi. Et s'il y cédait, tout le profit en serait pour les puissances d'argent qui auraient là un otage et un complice. C'est-à-dire qu'une fois que tu es noir qui rejoint le régime des dominants blancs, tu deviens en fait un vecteur de l'impérialisme et de la domination coloniale aussi. Donc vous voyez que là, il a une réflexion assez communiste. C'était un peu la pensée communiste à l'époque et la pensée anticolonialiste soutenue par les communistes à ce moment-là. Si l'on veut bien y réfléchir, l'intérêt, le rôle de l'élite négro-africaine, quel que soit le degré et la nature de son métissage, car il y a chez elle un métissage culturel qui n'est pas le moins important, est de transcender ces contradictions apparentes, de les transformer en accords conciliants. Donc là, il est en train de dire que toutes les élites et tous les noirs, en fait, sont métissés d'une manière ou d'une autre, que ce soit, même s'ils sont noirs, le serrère et le tout couleur, quand ils sont ensemble, ils se métissent. Alors, il y avait la question Toubab, Babtou, Toubib. Oui, Toubab dans le sens Babtou. Toubab, en fait, ça veut dire blanc. Et du coup, en français, on utilise Babtou pour faire un verlan de Toubab. Mais Toubab, c'est blanc, en fait. Ça se dit beaucoup. Je sais pas c'est dans quelle langue que ça se dit. C'est peut-être en dioula. En tout cas, ça se dit beaucoup au Burkina Faso, Mali, Sénégal, Toubabou. C'est les blancs. Et donc, j'en étais où ? C'est ainsi seulement qu'elle pourra fonder... Pardon, attendez, j'en étais là. Si l'on veut bien... Ah oui, voilà. C'est ça. C'est ainsi seulement qu'elle pourra fonder la civilisation nouvelle qu'exigent les temps modernes. Si la bourgeoisie sénégalaise, la métisse en particulier, avait compris son rôle véritable, elle nous eût épargné un gaspillage d'énergie de 100 ans. Mais laissons le passé. Nous vivons une grande révolution et le problème est d'édifier l'Afrique future dans l'Union française. Là, vous voyez qu'à ce moment-là, il croit vraiment que l'Afrique du futur peut être une Afrique qui se passe dans l'Union française. Et donc, ce serait une Afrique qui serait pas en mode l'indépendance comme on la comprend aujourd'hui, mais qui serait en fait des pays autonomes au sein d'une grande union puissante. Un peu comme les États-Unis, d'une certaine manière. On ne sait pas quel État domine les autres, quoi. Mais voilà. Dans cette œuvre exaltante, les métis ont leur rôle à jouer, qui n'est pas mince. Ils ne le feront que s'ils se considèrent, que si nous les considérons comme ils sont réellement. Ils sont les derniers membres entrés dans la communauté négro-africaine. Ils n'en sont pas moins partie intégrante, au même titre que les autres. Donc lui, il est un peu en mode, les métis sont des noirs comme nous. Qu'ils considèrent l'œuvre accomplie de leurs semblables en Amérique noire parmi les meilleurs écrivains, parmi les meilleurs artistes négro-américains, je parle de ceux qui apportent des valeurs noires d'humanité, il y a de nombreux métis. Donc là, il est en train de reprendre un peu les catégories aux États-Unis, où il n'y a pas le métis aux États-Unis. C'est pour ça que c'est vraiment des descriptions contextuelles qui sont différentes en fonction des contextes coloniaux. Aux États-Unis, c'est la one drop rule, comme on dit, c'est-à-dire que dès qu'il y a du sang noir, les gens sont considérés comme noirs. Ce qui fait qu'il n'y a pas les métis comme il peut y avoir dans le cas de la colonisation française, où on sait qu'il y a un parent blanc, un parent noir, et que c'est un parent colonisé, un parent colonisateur. Et du coup, ça crée cette classe particulière qu'on appelle les métis ou les mulâtres. C'est un mot qui est beaucoup utilisé notamment aux Antilles. Finalement, c'est Senghor qui cherche à rejoindre la race des grands seigneurs. Et oui, Toubib met ça en arabe, effectivement.
Et alors, tu vas voir pour Senghor, Barbure. Après, justement, les métis, ils vont répondre. Bonjour Bénécologie, bienvenue. On lit un article de Senghor sur le problème métis et on parle des conflits entre métis et Senghor. L'exemple le plus typique est peut-être celui de Walter White, un blond aux yeux bleus, aussi ardent défenseur de son peuple qu'excellent écrivain nègre. Effectivement, Walter White, c'est une des figures du mouvement noir américain. Blond aux yeux bleus, c'est un métis très clair. Enfin, du coup, c'est cette question. Qu'est-ce qu'on définit métis, blanc, blond? Bon, c'est différent en fonction des contextes. Et pour revenir en manière de conclusion à ce que je disais au début de cet article, toute cette Amérique noire forme, malgré les teintes diverses de l'épiderme, un peuple, pour ne pas dire une race, qui a les mêmes réactions biologiques et psychologiques. Elle a surtout la même foi et les mêmes valeurs nouvelles qu'elle lance par le monde, s'impose à l'univers étonné et ravi. Qu'attendons-nous, nous, négro-africains, pour être nous aussi un facteur important dans l'édification de l'Union française et de l'humanisme du XXe siècle? Qu'attendons-nous pour être un peuple uni? Et du coup, là, en gros, il est en train de dire faut pas séparer les métis des noirs. Et il faut s'unir entre métis et noirs dans le contexte de l'Afrique pour construire l'Union française. Et il fait un PS qui va être ce qui va vraiment énerver les métis, vous allez voir. Wait, Walter White comme dans Breaking Bad? Non, c'est pas Walter White, attendez. Ah si, c'est Walter White, ouais, t'as raison. Wait, attends. Attends. Wait, voilà, c'est lui. Oui, il s'appelle Walter White. Oui, mais non, mais carrément, j'avais jamais fait le lien. Ah, mais parce que je pense pas à lui, en fait, moi. Ah, ok, non, donc c'est moi qui ai fait... Ouais, il y a Walter White et il y a un autre White qui est vraiment métis, parce que lui, pour le coup, il est blanc, là. Là, il est pas One Drop Rule, là. Il y a un autre White auquel moi, je pensais. C'est... Comment il s'appelle? C'est un écrivain américain, White... Attendez. Afro-américain. Richard Wright. Ah, parce que c'est Wright. Autant pour moi. Ok, donc ne pas confondre Walter White de la NAACP. Donc la NAACP, c'est la National Association for the Advancement of Colored People. Donc ça a été un des plus grands mouvements pour les luttes des Noirs américains aux États-Unis. Et Richard Wright, qui est un auteur afro-américain, qui a été aussi très très important pour l'avancement des luttes des personnes noires aux États-Unis. Et donc bien vu, hein, le Walter White, punaise, c'est qui l'a vu? Ouais, Jagarondi, merci pour le big up. Big up à toi. Et donc là, Césaire... Waouh, mais à chaque fois je dis Césaire, c'est Senghor. Senghor, il termine son article en disant quoi? Les milieux officiels ont été quelque peu surpris, pour ne pas dire choqués, par les demandes d'audience adressées par l'Association des Métis au président de l'Union française. Ils ont pensé que les circonstances se prêtaient peu à des manifestations de racisme. L'Association des Métis rendra un grand service aux Métis en se sabordant. Ce dont les Métis ont faim et soif, c'est de justice, non de philanthropie. Donc vous voyez qu'en fait, il a fait un grand article qui parle de Métis et tout, on ne sait pas trop pourquoi il en parle, et à la fin, il met un coup de couteau comme ça, là. Il parle de l'association des Métis qui a été discutée avec le président de l'Union française. Et il pense que ça, c'est une manifestation de racisme. Pourquoi? Et que vont répondre les Métis? Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé? On le découvre dans le journal Clarté, journal du Parti Socialiste Sénégalais, wokisme, hein, comme on dit, Clarté. Réveil, wokisme, là, vraiment, en français dans le texte, hein, bien vu tout à l'heure, encore une fois, 13 bis. Hein. Et donc ça, c'était un article du 8 mai 1947, et celui-ci, c'est un article du 9 mai. Donc c'est le jour d'après, mais il raconte ce qui s'est passé le jour d'avant ce que Senghor, punaise, mais c'est pas possible, a dit. Ok, Toubab, ça vient de Toubabou en Bambara, super. Que s'est-il passé donc en vrai? Pourquoi Senghor est énervé? Parce que le président de la République et l'association des philanthropiques des Métis. Le 19 avril, Dakar est encore tout frémissant des quelques jours de faste
et des heures d'émotion qu'elle vient de connaître. Notre cité se souviendra que la première visite du président de la République fut pour elle. Envoyée en délégation le 19 avril par l'association philanthropique des Métis pour présenter nos vœux de bienvenue et nos doléances à l'éminente personnalité de Monsieur le Président Vincent Auriol, nous eûmes, parmi la foule des privilégiés, venus de toutes parts recueillir les barquesses du premier Français, le bonheur de lui toucher la main, de cueillir sur ses lèvres émues des paroles sacrées. Nous surprîmes aussi, dans les non moins éminentes physionomies de son entourage, toute une gamme d'expressions. Regard ami plein d'encouragement, sourire sceptique ou narquois, impassibilité admirative figée comme un monsieur à faux col et manchette protocolaire. Là, moi, ce que je trouve drôle, c'est que, vraiment, ils sont un peu lèche, voilà quoi, lèche bonbon. Lui toucher la main, cueillir sur ses lèvres émues des paroles sacrées. Donc là, en fait, c'est les Métis qui sont allés à la rencontre du président de France qui a fait sa première visite à Dakar. Rien de surprenant dans cette variété de sentiments au sein de ces personnalités qui nous administrent ou nous représentent. Le but que poursuit l'association philanthropique des Métis, organisme autorisé pour défendre la cause de tous les Métis français, est sans équivoque. Il est aisément compréhensible aux plus bornés, pour peu qu'il ne soit aveuglé par la passion politique, le parti pris, les préjugés ou des sentiments inavouables. Il s'agit de trouver une solution raisonnable et équitable au problème métis. Problème qui a déjà fait verser beaucoup d'encre et que nous ne souffrirons pas de voir relégué dans les archives poussiéreuses du gouvernement général. Ils veulent se débarrasser de ce problème métis. Et qu'est-ce que c'est que le problème métis selon eux ? C'est pourquoi nous avons cru devoir enfreindre les règlements du protocole en remettant dans la main du président de la République une lettre ouverte dont une copie a d'ailleurs été adressée à Monsieur le ministre de la France d'Outre-mer. La teneur de cette lettre est un mémoire de textes législatifs qui consacrèrent et confirmèrent au cours de ces 40 dernières années notre qualité originaire de Français et nos droits et devoirs subséquents. Il y a plusieurs choses importantes à voir dans ce paragraphe. Ils ont dit qu'ils ont cru devoir enfreindre les règlements du protocole. Parce qu'en fait, le protocole, c'est qu'une association ne va pas directement mettre des informations ou des demandes dans la main du président. Il faut passer par un parti politique, etc. Là, vous commencez à comprendre pourquoi Senghor est vénère. Parce que c'est Senghor, le député du Sénégal. C'est lui qui doit transmettre les informations au président de la République. Mais eux, ils y ont été directement. Et donc, dans cette demande, ils demandent que on confirme leur qualité originaire de français. Parce qu'on sait, les métis, ils sont donc de 2 parents. Bonsoir Trognon, bienvenue. On est en train de parler d'un conflit entre les métis et le député Léopold Sédar Senghor, qui était député du Sénégal en 1947. Donc ça parle, encore une fois, de questions qui résonnent jusqu'à aujourd'hui. Et donc, en conclusion, nous demandons à Monsieur le Président de la République d'appuyer notre requête de toute sa haute personnalité pour que justice nous soit faite et que l'AOF, tout comme Madagascar et l'Indochine, voient consacrer intégralement dans les faits la loi sur la recherche de la paternité, quelque ennuyeuse que son application puisse être ou paraître. Qu'est-ce qu'ils demandent les métis à ce moment-là ? Ils demandent qu'enfin on applique la loi sur la recherche de paternité. C'est-à-dire que, jusqu'alors, donc il y avait des blancs qui venaient dans les colonies, qui faisaient des enfants et qui se barraient, et là, eux, ils demandent qu'on puisse retrouver qui est le père, et du coup réclamer des droits, parce que si c'est par exemple un militaire blanc, ça leur permet d'avoir la nationalité et la qualité de citoyen français, parce qu'il faut savoir que à l'époque, il y avait une différence entre les colonisés qui n'avaient pas les mêmes droits que les Français. Et donc en fait, reconnaître le père, ça permet à ces métis d'avoir des droits de citoyens français avant tout. Vous comprenez un peu le truc. Salut Satrape Mandragora. Bonjour à toi. On est en 1947 dans un conflit entre les métis et Léopold Sédar Senghor. Et vous pouvez suivre ce que je suis en train de lire sur le Miro, merci 13bis d'avoir mis le lien. Si vous cliquez sur le Miro, vous arrivez ici avec moi. Je suis en train de lire l'article qui s'appelle Clarté. Et vous pouvez lire aussi si ça vous intéresse. Ou revenir dessus plus tard en fait d'ailleurs. C'est là qu'on voit l'absurdité de cette ségrégation. Exactement. Et là, on comprend vraiment pourquoi les mots ont un sens et comment le racisme se construit. C'est d'abord quelque chose, c'est pas quelque chose de moral, c'est pas genre j'aime pas les noirs ou j'aime pas les métis ou je sais pas quoi. C'est d'abord une question de privilège et de loi. Parce que les métis ont telle loi, les blancs ont telle possibilité, tel privilège qui sont inscrits dans la loi. Et c'est tout ça qui va générer tout ce dont on hérite aujourd'hui.
Et donc là, à l'époque, c'est vraiment au cœur de ces enjeux-là qu'ils sont. Donc ils disent « Monsieur Vincent Auriol, donc le président, a bien voulu accepter notre lettre et d'une voix émue nous a déclaré en nous serrant la main « Je vous remercie de vos souhaits de bienvenue auxquels, croyez-le bien, je suis très sensible. Je vous promets de confier votre requête au gouvernement dès mon retour. Vous pouvez espérer en la France. » Là, il faut bien se rappeler aussi que la France en question, c'est la France qui vient de sortir de la Seconde Guerre mondiale et qui, au lieu de donner l'indépendance à ses colonies, est en mode « Restez avec nous, les indigènes, restez avec nous, jamais vous ne serez libres, vous avez besoin de nous oh !» Et du coup, ils sont aussi très contents de pouvoir nouer des relations, entre guillemets, de confiance, ou en tout cas d'avoir des indigènes qui ont besoin d'eux. Donc Vincent Auriol, à ce moment-là, il est en mode « Vous pouvez espérer en la France », autrement dit, pas d'indépendance tout de suite, les amis. Pas d'égalité, enfin on s'en fout, on va vous donner votre truc, ne demandez pas l'égalité non plus, quoi. Astrop qui dit « Oh, Indochine, c'est un peu insurgé, mais potentiellement le même problème métis là aussi. » Exactement. Les métis de cette époque sont connectés entre les Indochines. En fait, ça se passe partout pareil, hein, que ce soit en Asie ou en Afrique. Et vous allez voir, on va faire dans plusieurs lives, on va étudier un peu les textes coloniaux de l'époque. Et vous allez voir qu'à l'époque, Indochinois et Africains sont extrêmement liés. Dès qu'ils parlent d'un truc, dès que les Africains parlent d'un truc, ils font référence à l'Indochine et inversement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que les communautés asiatiques ou africaines en France sont complètement déconnectées. À l'époque, c'est le même combat et c'est vraiment beaucoup de connexions. Et aussi avec l'Afrique du Nord, le Maghreb bien sûr. Auriol qui sort une phrase de répondeur téléphonique, c'est clair. Vous pouvez espérer en la France. Alors, le 23 avril, notre comité directeur reçut une carte d'invitation à l'audience présidentielle du 24, à laquelle se présenta une délégation composée de 3 métis et de M. Graziani, membre d'honneur de notre groupement, et un des rares Français qui nous ont compris et ont eu le courage de nous défendre. J'ai mis c'est qui parce que je sais pas c'est qui Graziani, mais en tout cas c'est un homme blanc qui a choisi d'aider les métis dans leur combat. Ce fut lui qui exprima à M. Auriol le but de notre mission, et lui fit connaître l'état d'esprit d'un grand nombre de métis dont l'intention était bien arrêtée jusqu'à la veille de son arrivée, de manifester par des tracts et tout autre moyen leur impatience d'entendre enfin statuer sur leur sort. Là, en gros, ce que ça dit, c'est que ils sont partis à une entrevue avec le président, ils étaient 3 métis, plus Graziani l'homme blanc, qui les introduit auprès du président, mais qui les a aussi calmés. Parce que s'il n'était pas là, Graziani, qu'est-ce qui se serait passé ? Ils auraient sorti leur tract, ils auraient crié genre « Ah, on veut notre truc, on veut notre truc !» Et lui, il leur a dit « Non, calmez-vous, c'est pas la bonne manière de militer. Moi, je vais vous emmener face au président. On va discuter avec lui, ça va bien se passer. » Et donc là, ils lui disent « Merci à M. Graziani d'avoir pu se mettre à leur côté. » Le président marqua sa surprise, reconnut les sentiments de déférence et de loyalisme qui ont fait avorter ce projet. Donc là, il se dit « Ah oui, c'est vrai, les administrateurs d'avant, ils ont vraiment pas respecté, ils vous ont pas respecté, en fait. » Et il convint de la légitimité de nos doléances et nota l'insistance de nos délégués pour la cause de notre groupement. Non. Et nota l'insistance de nos délégués pour la cause que notre groupement s'est assigné comme tâche primordiale. Nous espérons de ce bref entretien qui fut empreint d'une véritable cordialité et auquel l'humour et le franc-parler de M. Graziani ajouta une note gaie et quelque peu acoustique, nous osons espérer qu'il est le prélude de la reconnaissance par la France de ses enfants métis. Fils légitimes, naturels ou bâtards, les métis sont fils de France et veulent demeurer les fils de France intégraux aujourd'hui et demain. Que la France se garde de les renier, elle pourrait s'en mordre les doigts. Ouh, ça finit par une petite menace. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en mode « nous sommes fils de France ». Et là, on parle de gars qui vivent à Dakar. Ils vivent tous à Dakar, ils disent « nous sommes fils de France, fils légitimes, naturels de France ». Et donc ils veulent des droits français. Et donc ils ont adressé cette lettre à M. Auriol et ils la mettent ici. Monsieur le Président de la République et de l'Union française, Monsieur le ministre de la France d'Outre-mer, les membres du groupement fédéral des métis en AOF vous formulent leurs meilleurs vœux de bienvenue et attirent votre haute bienveillante attention sur la révoltante situation des métis au sein de la communauté africaine. Ces Eurafricains, ça c'est intéressant ce mot, retenez-le bien, Eurafricains. À ce moment-là, ils tentent de poser ce vocabulaire. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'Afropéens, par exemple. À ce moment-là, il y a ce mot Eurafricain. Il y a aussi les Eurasiatiques, qui sont encore ces métis qui vivent en Afrique ou en Asie. Intéressant aussi. Donc ces Eurafricains protestent fermement contre l'attitude adoptée par les pouvoirs publics locaux qui tend, par des restrictions, à revenir sur le statut des métis en Afrique française, alors que les lois votées par les parlements de l'époque, par celles promulguées le 16 novembre 1912 au journal de l'AOF, après ils citent plein de lois, etc.,
qui nous donnait une situation sinon privilégiée comme celle de celui qui nous a engendrés, mais faisait du moins de nous des individus majeurs. Pourquoi ? Parce que, en fait, du coup, là, s'ils avaient respecté les lois, ils auraient une situation au moins de privilège, donc comme les Blancs, ou au moins être majeurs, parce que les Noirs n'étaient pas reconnus comme des individus majeurs dans la majorité des cas. Mais les empiètements dont nous sommes l'objet nous forceront par nécessité à sortir de la réserve si l'application de ces lois nous est contestée. Monsieur le Président de la République, les métis souhaiteraient que votre voyage mette un terme au malaise qui persiste chez nous et ne voudraient pas un jour, pour sauvegarder la dignité des nôtres, se trouver dans l'obligation de se départir d'une attitude dont la correction est incontestable. En gros, ils veulent dire, on va passer aux mains, là. On va se battre, on va tout faire péter, quoi. Mais vous avez vu les formules qu'ils mettent ? En vous remerciant à l'avance de ce que vous voudrez bien faire à ce sujet, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de nos sentiments très respectueux et dévoués. Ok, donc ça, c'était ce qui s'est passé concrètement. Et donc vous avez vu que, lui, il a écrit son article, il n'y a pas de problème métis, Senghor, et il avait fini par ce truc. Les milieux officiels ont été quelque peu choqués, surpris, par les demandes d'audience adressées par l'association des métis. Donc il est en mode, il faudrait mieux que vous arrêtiez votre délire là, les métis, vous êtes complètement ouf. Et les métis répondent. Alors là, les métis, ils découvrent l'article de Senghor et ils se disent, mais il est ouf ou quoi ? Et donc ils répondent. Non sans surprise, en parcourant le journal Réveil du 8 mai 1947, je relève un article de Léopold Sédar Senghor. C'est dur de lire, les trucs. Démentant d'une façon péremptoire le problème du métis en AOF. Les arguments élémentaires dont il se sert pour étaler sa science d'anthropologue, averti, ne peuvent m'empêcher, et pour cause, de lui signifier clairement et modestement ma façon de concevoir le problème. Alors, eux, ils sont un peu vexés parce que Senghor, c'est un monument littéraire, c'est un mec qui a fait toutes les grandes écoles à Paris, c'est vraiment le noir intelligent et tout. Donc eux, ils se sentent un peu bêtes par rapport à lui, et donc ils sont un peu complexés au niveau de l'écriture, on va dire. C'est pour ça qu'ils disent ça. Vous allez voir qu'ils sont vraiment complexés, ils ont une façon d'écrire où on sent le complexe. Mais ils tiennent quand même à dire leur réalité. Tout d'abord, je tiens à préciser à l'opinion publique que je déteste le racisme sous quelque forme que ce soit et je me refuse d'y toucher. Là, on se croirait aujourd'hui. On commence par dire « je suis pas raciste, je déteste le racisme c'est mal ». Et il faut savoir qu'en 1947, donc on est juste après aussi que vraiment il y a eu le génocide des Juifs, la Shoah, et du coup le racisme est devenu vraiment moralement condamnable, ce qui était beaucoup moins le cas avant. Il y avait déjà des condamnations du racisme depuis très longtemps, mais c'était pas aussi clair qu'il ne fallait pas être raciste. Vous voyez, il n'y avait pas le même poids moral sur le racisme. Alors qu'en 1947, c'est bon, le racisme, c'est devenu le mal moralement. D'ailleurs, moi, je pense que c'est une vraie erreur stratégique qu'a fait la gauche, mais en général qui a été faite de placer le racisme sur le plan de la morale, parce que je pense que c'est pas du tout de la morale, et on est bien en train de le voir dans cet article, c'est plutôt une question politique, c'est une question de structuration de classe grâce à une distinction de race. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais du coup, à ce moment-là, c'est là qu'on voit que le racisme devient peu à peu une question morale, alors qu'en fait, il s'agit d'autre chose. Donc lui, il dit « je déteste le racisme ». Néanmoins, bien que cet érudit sache le pourcentage exact du métissage des différentes races de l'AOF, et les infiltrations s'y rattachant, donc là il l'accuse de faire parce que Senghor il a sorti des chiffres, on ne sait pas d'où il les sort, le lecteur intelligent est obligé de conclure que l'auteur n'a fait que tourner autour du pot, autour du sujet, sans l'aborder directement. Considérant que si le métis demande aujourd'hui sa place dans la communauté, et à y être considéré en individu régulier, ce n'est point pour des fins de racisme ni de division. Donc en gros, il est en train de dire qu'ils veulent pas que les métis se séparent des noirs et rejoignent les blancs, parce qu'en fait, c'est les blancs qui sont racistes. C'est les blancs qui mettent... Enfin, ce qu'il dit, c'est que les blancs sont racistes et qu'ils ont mis en place ce système blanc avec du pouvoir, métis avec moins de pouvoir, noir avec pas de pouvoir. Et il dit, nous, on veut pas rejoindre ce système. On n'est pas dans le racisme et la division. Au contraire, son droit le plus absolu, donc il revendique son droit le plus absolu, de revendiquer l'application de la loi sur la recherche de paternité. Ils veulent savoir qui sont leurs parents.
Il est navrant de constater que Léopold Sédar Senghor, qui semble méconnaître le problème du métis abandonné, ait prononcé un réquisitoire aussi sévère contre toutes les Africaines qui se sont laissées séduire ou prendre d'autorité par certains Européens venus ici en conquérants et non en civilisateurs. Ça c'est intéressant parce que là on voit que les métis savent très bien de quoi ils parlent de leur vécu. Et là, ils parlent de leur vécu qui est complexe et contradictoire et dur à gérer. C'est pas ni bien ni mal, ni bon ni mauvais, mais c'est d'être les enfants de ces femmes africaines qui ont soit cru qu'elles pouvaient avoir une relation avec ces blancs colons, soit qui ont été en fait tout simplement violées. Et ça, c'est leur maman en fait, à tous ces métis. Et donc lui, il dit, on sait très bien ça. À notre époque encore, dans quelques coins retranché de l'AOF, se poursuit à une cadence accélérée le métissage sous les yeux tolérants de l'administration. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit que dans ce contexte, le métissage, c'est cette pratique violente des colons de faire des enfants avec des femmes colonisées et de se barrer. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, le métissage, c'est beaucoup plus bien vu. On a oublié toute cette histoire originelle en contexte français du métissage. Qu'est-ce que vous dites ? Aux Antilles, il y a plusieurs catégories de métis avec un vocabulaire spécifique pour chaque teinte de peau. C'était pareil en Asie et en Afrique où il y avait une catégorie uniforme de métis. Vous allez voir, ils vont venir à d'autres catégories, effectivement, mais c'était ce que tu dis, écologue décolonial, c'est surtout, effectivement, aux Antilles qu'il y a un vocabulaire aussi spécifique des différentes teintes de peau, parce que c'était nécessaire à la classification sociale, raciale, dans le contexte esclavagiste. Alors que là, en Afrique, c'est un peu différent parce que déjà, les Blancs ont été beaucoup plus entre eux. En fait, il y a beaucoup moins de mélange. C'est-à-dire qu'il y a une génération de mélange en général, et il y avait beaucoup moins de deuxième, troisième génération de mélange. Ce qui fait qu'il n'y avait pas autant de teintes que ce que c'est le cas aux Antilles. Et aussi, sauf dans les 4 villes du Sénégal, Saint-Louis, Rufisque, Dakar, j'ai oublié la dernière, qui étaient des villes françaises où les Noirs et les Blancs avaient la citoyenneté française. Ça, faut pas oublier, il y a toujours les 4 communes du Sénégal où en fait, c'est tellement français depuis tellement longtemps, c'est les premières possessions françaises au Sénégal, que tous les citoyens de là-bas avaient la nationalité française. Donc peu importe leur couleur de peau. Et dans ce contexte-là, il y a beaucoup de mélanges, et je pense qu'il doit y avoir des mots, effectivement, comme aux Antilles. Oh, salut, Sweetberry. Bienvenue le raid, on est en train de lire un article d'histoire coloniale, un article sur un conflit entre des métis et le député Léopold Sédar Senghor en 1947. Et donc, malgré la campagne de presse... Malgré la campagne de presse actuelle, l'Africain sincère n'ignore pas que le métis abandonné et à la charge de la collectivité africaine ne peut pas renier sa pauvre mère qui supporte stoïquement tout le poids de l'abandon d'un père indigne et intéressé. Donc là, il dit, les métis, en fait, ils restent à la charge de la collectivité africaine. C'est-à-dire que les Blancs sont venus, ils ont fait leur enfant, souvent de manière, justement, là, il dit indigne et intéressée. Et ensuite, qui est-ce qui s'occupe de l'enfant, concrètement ? C'est la mère, mais dans le cadre africain, la mère qui a déjà un enfant avec un Blanc, c'est compliqué parce que qui va vouloir la marier, etc., dans la société sénégalaise de cette époque, de 1947. Et du coup, elle devient une sorte de charge pour la collectivité sans que le père puisse s'en occuper. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Quant aux métis abandonnés, cas très rare au Sénégal, donc là, les métis abandonnés, lui, il veut dire abandonnés par leur père et par leur mère, ce qui est très rare au Sénégal. L'État qui s'est substitué à leur père respectif, qui l'a couvert par la non-application de la loi sur la recherche de la paternité, s'est obligé de les recueillir dans des orphelinats qui reviennent très cher au budget dans l'unique but de maintenir haut le prestige de la nation colonisatrice. Alors cette phrase, je trouve que c'est une des plus intéressantes parce que, en gros, il explique un truc simple. Donc là, c'est Monsieur Kaba Pierre, c'est un des membres de cette association philanthropique des métis du Sénégal. Il dit, les métis abandonnés, en fait, il n'y en a quasiment pas au Sénégal parce qu'au moins la mère est là, en fait. Ou bien, au moins, il va y avoir la famille qui va prendre en charge l'enfant métis. Mais ceux qui sont vraiment abandonnés, l'État, en fait, ce qu'il devrait faire, c'est quoi ? C'est retrouver le père et rendre l'enfant à la charge du père. Donc les pères, on sait très bien qui c'est, puisque c'était des soldats coloniaux, c'était des coloniaux, ils étaient inscrits dans les registres. On sait qui était à quel endroit, à quel moment. Mais l'État, plutôt que de ramener l'enfant métis à son père, pour que son père assume ce qu'il a fait, l'État préfère ouvrir des orphelinats et mettre tous les métis à ce moment-là
dans ces orphelinats où en fait ils sont tous entre métis abandonnés, leur donner une éducation un peu bancale pour en faire des intermédiaires entre les colons et les colonisés. Et c'est un truc qui coûte hyper cher en fait à l'État. Et du coup, il explique que l'État préfère faire ça plutôt que de confronter les pères à leur action. Et ça, c'est hyper intéressant. Salut Samy. Donc, le cas d'abandon est très rare chez l'Africain, et même si l'enfant n'est pas conçu dans une union légitime, il ne demeurera pas moins un heureux bâtard qu'un foyer généreux se fera le devoir d'adopter. Et oui, puisqu'il était toujours adopté soit par le frère de la mère, ou etc. etc. Surprenant de voir un argument économique. Ah oui, parce que, en fait, à ce moment-là, donc la Société de philanthropie des Métis, eux, ils cherchent tous les moyens d'avoir leur reconnaissance de père, et donc ils expliquent même des arguments économiques en disant bah ça coûte trop cher à l'État, etc. C'est un truc qui revient grave souvent dans les argumentaires pro ou contre coloniaux, c'est la question de combien ça coûte. Parce qu'en fait, c'est un levier assez fort, parce qu'à l'époque, il y a plein de gens, donc il y a le parti colonial qui est très fort en France, mais il y a plein de gens qui sont contre la colonisation, et qui vont s'appuyer en disant ça coûte trop cher à la France. C'est de la perte. Et aujourd'hui, vous voyez cet argumentaire qui revient, parce que l'extrême droite, par exemple, de l'époque, elle avait tout mis en disant il faut mettre de l'argent pour lutter contre les Allemands et pas pour coloniser. Du coup, par exemple, aujourd'hui, vous avez l'argumentaire d'extrême droite qui revient en disant la France a perdu de l'argent dans les colonies. Et ça, en fait, c'était un argumentaire qui existait à l'époque. Tous ceux qui étaient contre la colonisation, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, disaient ça coûte trop cher. Donc c'est pour ça aussi qu'ils utilisent ici l'argument économique. Les métis abandonnés, recueillis et éduqués dans les établissements publics constituent pour l'administration coloniale non pas des privilégiés, comme le dit Senghor, mais au contraire une catégorie de petits fonctionnaires rétribués à des taux de famine liés à l'État par une espèce de contrat tacite. Ils végètent dans une situation déplorable jusqu'à la retraite, malgré leur rendement appréciable, et le budget n'est point grévé pour entretenir ces agents spéciaux. Ça c'est important parce qu'effectivement, l'administration coloniale, grâce à ces métis, se fait une classe. En fait, quand vous allez en Côte d'Ivoire ou au Sénégal aujourd'hui, vous avez ces métis, cette génération de métis, abandonnés par leur père blanc et leur mère noire, qui ont été éduqués dans les orphelinats pour métis coloniaux, et qui se retrouvent à être, en fait, détestés par les Noirs parce qu'ils sont un peu privilégiés par rapport aux Noirs, mais aussi, ils ont toujours grandi en Afrique, c'est des Africains purs durs, donc ils ne peuvent pas aller en France non plus. Ils sont dans une espèce de truc bizarre, où l'administration se sert d'eux pour combler des emplois qui sont intéressants parce qu'elle les a formés à ça, mais en même temps sans leur donner le salaire qui va avec, ni les privilèges qui vont avec. Et du coup, ils sont juste coupés à la fois de leurs relations sociales, de leur possibilité de s'ancrer dans l'endroit où ils sont nés, où ils grandissent, et coupés des privilèges qu'ils auraient pu avoir. Et je vous montre une vidéo parce que sur YouTube, il y a... attendez... traité comme une classe gestionnaire en gros, exactement, et sans bénéfice quoi en fait. Les métis orphelinats, j'ai mis les comme ça. Voilà. Aujourd'hui, il y en a toujours qui existent, genre les plus jeunes de cette période, ils sont toujours vivants ou ils sont en train de décéder actuellement, et il y a des documentaires qui existent où ils prennent la parole. Nouveau numéro de Reporter Le Doc, le magazine de reportage long format de France 24. À l'heure où le débat sur l'héritage de la colonisation reprend de la vigueur en France et dans ses anciennes colonies où l'on déboulonne les statues et rebaptise les avenues, arrêtons-nous sur un exemple édifiant de ce qu'a été le système colonial. Direction la Côte d'Ivoire. Là-bas, au début du XXe siècle et jusqu'à l'indépendance, on a mis en place tout à fait officiellement un système d'abandon d'enfants. Des enfants métis, nés des amours presque toujours contraints d'une femme ivoirienne, une indigène comme on disait à l'époque, et d'un colon français qui n'avait la plupart du temps nulle intention de l'épouser, lorsqu'il n'avait pas d'ailleurs une autre famille officielle en métropole. Ce système aussi cynique qu'efficace a donc institutionnalisé cet abandon d'enfants. Le père n'avait pas à s'en soucier et l'enfant, arraché à sa mère, était confié à des orphelinats où il recevait soins et éducation aux frais de la France.
Caroline Dumais, dans ce reportage exceptionnel que vous allez découvrir, nous emmène à la rencontre de ces enfants qui ont aujourd'hui plus de 80 ans pour certains. À travers leurs témoignages bouleversants, on mesure la déchirure de leurs histoires respectives entre quête des origines et ressentiment envers la France. Les enfants cachés de la France coloniale, c'est un document de reporter sur France 24, signé Caroline Dumais. C'est un truc de ouf, hein. Vous connaissez cette histoire ou pas du tout? Là, ça se passe à Bingerville. C'est là où je vais dans 2 semaines. Je vais faire un reportage sur cet endroit-là qu'ils sont en train de filmer. Le jardin d'agronomie, le jardin botanique de Bingerville, qui était aussi une création des colons. Très, très intéressant. Ah, son plus sur la vidéo, pardon. Je vous mets le lien, ouais. Il n'a pas connu mon père. Il n'est pas du tout. Et moi, j'étais encore bébé. Je suis dans que mon père a participé à la création du jardin botanique. Merci pour le sub, Benayem. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de ouf. C'est vrai que je fais pas trop d'appel au sub, mais si vous voulez subber, allez-y. Il a été ensuite affecté au Bénin toujours dans le cadre de la création des palmiers à huile. Alors là, c'est trop intéressant parce que du coup, son père, c'était un colon blanc qui était affecté à la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour les palmiers à huile, c'est ce que vous voyez juste derrière lui. Donc ça se passe à Bingerville, jardin botanique de Bingerville. Donc c'est dans ces endroits-là, qu'est-ce qu'on faisait? On testait massivement plein de plantations qu'on faisait venir de partout, genre du cacao, palmiers à huile, etc., etc. Et on se disait, ah, ça pousse bien dans cette colonie, donc on va faire des monocultures de ce truc-là dans cette colonie. Du coup, la colonisation, c'est toujours lié à la question, je veux dire, écologique, agrologique. Et donc, c'est pour ça que moi aussi, je parle beaucoup d'écologie décoloniale, hein, en général. C'est-à-dire repenser les monocultures, tous ces trucs-là, qui sont en fait les produits de cette période coloniale. Et donc, lui, son père, était chargé de tester donc les palmiers à huile ou l'exploitation des palmiers à huile, d'abord en Côte d'Ivoire, puis au Bénin. Et c'est ce que vous voyez derrière lui. Et puis, moi, je n'ai pas connu. Hein. Bon. J'avance rapidement, mais ça, c'était l'orphelinat des Métis de Bingerville, qui était l'ancienne maison du gouverneur colonial de Côte d'Ivoire quand Bingerville était la capitale... Non, est-ce que Bingerville était la capitale de la Côte d'Ivoire? Je sais plus. Mais en tout cas, il y avait un moment le gouverneur qui était là, c'était son palais. Et ensuite, ça a été transformé en orphelinat des Métis. Donc c'est un lieu chargé de mémoire incroyable. Il y a une association aujourd'hui en Côte d'Ivoire des Métis. Il faut trop que j'aille les rencontrer pour faire un reportage avec eux. Ce serait une de mes passions, mais chaque chose en son temps. Je vais d'abord faire le jardin botanique et puis on verra pour ça. Je sais que vous aimez bien les vidéos, moi aussi, et je vois que le temps passe. On va pas avoir le temps de finir l'article, donc je pense qu'on va faire on va regarder encore un peu de ce docu. Je vais finir l'article, et il y a encore 2 autres articles après, parce qu'ils se sont battus, tac, 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 et on fera ça dans un prochain live. Oui, Bingerville, ancienne capitale. Ok, super. Ouais. Manqué a passé son enfance ici, dans l'orphelinat qui jouxte le jardin botanique de Bingerville. Il avait à peine 10 ans quand il est arrivé devant cette immense bâtisse, après plusieurs heures de marche à pied, escorté par des gardes coloniaux. C'était en 1939, il y a plus de 80 ans, mais il s'en souvient comme si c'était hier. Tu vois, là, à chaque fois que les gens vous disent la colonisation, pourquoi vous parlez de la colonisation? Ça fait des siècles. Est-ce qu'on parle, nous, de comment les Gaulois ont fait avec les Romains? Non. C'était là. C'est-à-dire, les mecs sont encore vivants. Ils sont en train de mourir, mais quand même. Je le vois tout en larmes. Avec beaucoup d'émotions. Ça m'a touché, quoi. Ça m'a pas beaucoup de souvenirs. André a été l'un des tout premiers pensionnaires de ce qui s'appelait à l'époque le foyer des Métis. Placé dans l'ancien palais des gouverneurs de la colonie française, l'établissement accueillait les enfants des colons blancs avec des femmes africaines. On arrête ici pour l'instant. Mais du coup, je finis cet article. On retourne en 1947 avec justement ces métis-là
qui sont en train de parler, qui étaient peut-être des gens un peu plus anciens que la personne qu'on vient de voir dans le reportage. Hein. Et donc il dit « L'association philanthropique des Métis, groupant des membres appartenant à toutes les nuances politiques et religieuses, qui s'est assignée pour tâche primordiale d'éclairer les autorités dans la conduite du bien-être moral et matériel des nôtres, abandonnés et nécessiteux, repousse votre conseil de sabordage. Au contraire, malgré tous les obstacles qu'elle pourra rencontrer, elle restera fermement attelée à son idéal qui consiste à ramener progressivement les métis devant leurs responsabilités d'individus majeurs, n'en déplaise aux autorités qui ont été choquées par nos demandes d'audience auprès du président de la 4ème République. Je ne conçois pas que vous ayez accepté d'être le porte-parole empressé de ces milieux, car plusieurs de nos membres ont contribué à obtenir votre mandat de député et n'ont point fait du racisme. Nous avons soif de justice, et Senghor nous rendra un grand service en nous décrochant la fameuse loi sur la recherche de la paternité, attendue sur les côtes d'Afrique depuis 3 siècles. C'est une tâche noble. Quant à la philanthropie, nous ne pouvons pas nous en passer, vu la faible minorité que nous représentons dans la collectivité africaine. La lutte est engagée. C'est un militant qui vous parle. Notre but, l'émancipation totale du métis dans une union française vraie et dans le cadre de la dignité humaine, signé Monsieur Kaba Pierre. Avenue Clémenceau à Dakar. Les avenues coloniales, hein, on connaît. Ce que je trouve intéressant avec cette fin de phrase, c'est qu'il dit, en fait, on est d'accord, Senghor avait dit, il avait été choqué. Certaines personnes avaient été choquées par les demandes d'audience que les métis ont fait auprès du président de la République. En fait, c'est lui-même qui a été choqué. C'est ce que dit ici la lettre. Il dit je ne conçois pas que vous avez été le porte-parole de ces milieux. En fait, c'est juste, il n'a pas été porte-parole de quelqu'un, quoi que ce soit. Il est juste lui-même choqué que eux aient pu faire ça sans le consulter lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc Césaire, c'est censé être le député du Sénégal, et les métis vont parler au président directement, sans passer par lui. Ça, il aime pas. Mais il y a aussi une bonne raison contextuelle de comprendre pourquoi Césaire est... Pourquoi Senghor est embêté. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le réveil... Alors attendez, il faut que je comprenne juste un truc, c'est quoi le MVR à ce moment-là? MVR 1947. Comment je peux savoir? MVR ou MUR? Réveil, organe... Attendez, réveil... c'est ce truc-là. J'ai envie de savoir, en fait, c'est quoi exactement? Parce que vous voyez que là, le journal dans lequel écrit Césaire, c'est Réveil, l'organe officiel du MVR ou MUR. Tiens, ils ont gardé les noms coloniaux des rues après indépendance. Oui, exactement. Tiens, ont-ils fait ça? Fédération d'AOF. Alors, je vais juste chercher le nom du chef Guy Etcheverry. Ça, c'était le nom, en fait, du rédacteur en chef Charles Guy Etcheverry de ce journal. Mais ce que je veux savoir, c'est de quelle tendance politique il était, en fait. Ah, voilà. Ok. Chargui Etcheverry, est-ce que j'ai son nom ici? Etcheverry. Voilà. Donc, le Réveil, devenu l'organe fédéral du Rassemblement sous la direction de Chargui Etcheverry, il est l'un de ceux qui entraînent le RDA dans l'apparentement avec le Parti communiste. C'est bien ce que je pensais à ce moment-là. Donc, Senghor est proche du mouvement plutôt communiste, dont Charles Guy Etcheverry est le responsable du Réveil, qui va plutôt être favorable à cette tendance, qui va accompagner quelque chose comme le Rassemblement démocratique africain, qui est un grand mouvement africain qui a chevauché plusieurs colonies. Il faut savoir que ça, c'était vraiment du panafricanisme au sens où il y a eu un mouvement politique gigantesque avec plus de 11 colonies fédérées dans le Rassemblement démocratique africain, et justement Senghor ou d'autres, ou Houphouët-Boigny et autres ont été les députés, et qui a été vraiment un organe de contre-pouvoir pour faire valoir la voix des Africains dans le Conseil de l'Union française. Et du coup, Senghor, il écrit dans ce journal. Et à ce moment-là, le conflit
il existe entre les communistes et les socialistes. Et Clarté, vous voyez que c'est un organe du Parti socialiste. Et le Sénégal, journal républicain, c'est aussi un organe plutôt socialo. Voire même, je crois que le Sénégal, c'est carrément un truc genre en mode gaulliste. Attendez, je vérifie parce que si je me trompe pas, si on regarde tous les numéros de l'année, Gallica il fonctionne jamais très bien. En tout cas, c'est un truc beaucoup plus, beaucoup moins communiste quoi en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que à ce moment-là, en fait, je vous ai expliqué tout le contexte global du fait que après la colonisation, l'Union française est créée pour faire semblant que l'empire colonial va s'arrêter et que tous les pays auront une égalité au sein d'une union, un peu comme l'Union européenne en fait. Sauf qu'en fait, l'Union française, en réalité, c'est la France qui domine cette union et elle ne laisse pas du tout la possibilité aux autres de se déployer. Et donc, au sein de cette union française, après la guerre mondiale, les socialistes ont eu de plus en plus de puissance, mais ils ont au fur et à mesure renié toutes leurs valeurs de dire on va donner plus d'égalité, on va permettre aux pays, aux colonies de s'émanciper, etc. Plus le temps passait, plus ils disaient non, en fait, ils sont pas encore totalement matures, il faut encore faire ceci, il faut encore faire cela. Et du coup, il y a un énorme conflit qui commence à naître entre les socialistes et les communistes sur la question africaine, notamment aussi lié au fait que dans les années, à partir des années 47, 48, 49, 50 et tout, c'est la guerre froide qui commence. Et les États-Unis qui vont mettre une pression énorme pour la chasse aux communistes en général. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que pour attaquer tous les anticolonialistes en Afrique, les socialistes qui sont au pouvoir en France vont accuser tous les partis anticolonialistes d'être communistes. Et du coup, comme il faut détruire le communisme, ils vont pouvoir réprimer massivement tout un tas de partis. C'est ce qui va faire qu'au fur et à mesure, les gens comme Senghor, Houphouët-Boigny et tout vont rompre leur lien avec le communisme, vont se rapprocher des socialistes, etc. Et donc à ce moment-là, le fait de voir les métis écrire dans des journaux socialistes, quand on était radicalement pour l'émancipation de l'Afrique, c'était un peu comme de la traîtrise, parce qu'on sait que les socialistes à ce moment-là, ils sont en mode pas besoin d'indépendance, pas besoin d'autonomie, rester subordonné. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais du coup, Senghor, ce dont il a peur à ce moment, c'est que les métis, en fait, rejoignent le camp des colonisateurs, gagnent leurs privilèges de blancs, mais oublient leurs frères et sœurs et leurs mères africaines. Et qu'en fait, juste, ils n'aident pas à résoudre le problème, mais qu'ils choisissent le privilège et la supériorité. Et les métis, ce qu'ils répondent, c'est que la situation est plus complexe que ça. Alors certes, ils se sont alliés, ils sont en train de travailler avec des socialistes et avec des républicains, entre guillemets, c'est-à-dire des colonialistes qui veulent maintenir le système colonial à ce moment-là, mais ils ont avant tout un problème de père, de mère, un problème intime à régler. Un problème intime qu'on ne peut pas régler par des grandes considérations sur « nous sommes tous africains ». Et du coup, ça, c'est toujours la question qui continue à nous agiter aujourd'hui, que je trouve très intéressante. Et pour poursuivre cette réflexion, j'ai envie de vous lire, on va pas le faire aujourd'hui, mais on va le faire la prochaine fois, la deuxième réponse à Senghor, parce qu'une fois que les métis sont répondus, Senghor, il met un volet 2. Il n'y a pas de problème métis 2. Et donc, il répond encore, et les métis vont lui répondre dans un long article. Et vous allez voir que c'est trop intéressant, on en apprend beaucoup sur le système qui était en place et sur la manière dont les gens de l'époque le vivaient. Alors, je lis vos commentaires. Même après les indépendances France-Afrique, ça continue avec les boulevards, exactement. Il y a une rue Mangin à Dakar, ouais, c'est terrible. Si pas mal de rues ont été renommées par usage, les gens continuent à les appeler. Ouais, exactement. Merci d'avoir suivi ce live avec moi le lundi soir. Je sais que c'est pas normalement mon heure de publication et mon jour de publication. Malheureusement, la semaine prochaine, je ne serai pas là puisque je serai en train de bouger un peu partout au Frames Festival pour l'occasion et ensuite en Côte d'Ivoire à Bingerville justement. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais faire mon prochain live en fait, c'est ça la question.
soit je le fais vendredi, soit j'essaye de le faire ailleurs, dans le sud de la France, la semaine prochaine. Je sais pas encore trop. Ou alors ce sera dans longtemps, en mode dans 3 semaines, quoi. Fin avril. C'est ça de bouger tout le temps. Vous passez quand sur Bordeaux? Eh ben ça va être en juin. Normalement le 13 juin. Je te le dis déjà. Tu peux noter la date. Ça va être normalement le 13 juin à Bordeaux. Et ben je vous dis vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Là je fais un ending pour YouTube encore une fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi si vous voulez qu'on avance sur cette lecture d'articles et qu'on lise la suite du conflit entre Senghor et les métis du Sénégal. N'hésitez pas si vous voulez nous soutenir encore une fois. Hein. On a notre site web histoirecrépue.fr. Vous pouvez nous envoyer, vous abonner directement. Même ça peut être gratuit, mais c'est toujours mieux si vous avez un peu pour contribuer. Ça passe pas par Amazon, pas par Tipeee ou par rien. Ça vient directement dans notre poche. Voilà. Merci à vous. N'hésitez pas si vous avez des sources, des choses à ajouter, des choses à complexifier. Voilà, j'aime fouiller dans l'histoire coloniale, mais je suis pas forcément déjà je suis pas un historien, je suis pas un spécialiste, mais je suis un passionné. Donc je peux me tromper, je peux avoir un avis sur lequel vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à répondre, à complexifier, à ajouter de l'information. Merci à vous qui m'avez regardé en live. Je suis content que ça vous ait plu. Dites-moi où est-ce qu'on va faire un petit raid pour terminer ça. Je regarde qui est-ce qu'il y a en ligne. Hop. Ah, merci Catcall. Matt Catcall, pardon. Trop bien, merci pour le follow. Reviens quand tu veux. Tu peux suivre aussi sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, si tu veux savoir les prochaines dates de live, parce que vu que je serai pas trop là la prochaine fois, je sais pas encore. Chez samedi, je connais pas. Ou bien le Moicast. En vrai, vas-y, je vais vous envoyer chez le Moicast, hein, parce que... Attendez, je vais voir quand même qui est samedi, je connais pas. Il y a aussi... Attendez, je vais voir quelqu'un d'autre, si quelqu'un d'autre est en place. Il y a le débrief... Ah, trop bien, débrief Furax. Vas-y, je vous envoie chez le Moicast alors. Il a participé à l'événement On est Furax, c'était tout le week-end là. Et vas-y, on va aller écouter ce qu'il raconte sur ça. Ça avait l'air vraiment super. Allez hop, je vous envoie vers là-bas. Punaise, mais il est trop fort en DA lui. Hein. Il a fait ses jingles, tous ces trucs, faut qu'on fasse ça avec Histoire Crépue aussi. Je suis hyper content d'avoir parlé de cette histoire des métis parce que ça me parle, ça me tient à cœur. Je pense que c'est des sujets qui résonnent encore aujourd'hui. Vraiment, chaque jour, il y a des débats qui ressemblent à ces débats de l'époque. Il faut comprendre que tout ce dont on parle, racisme, etc., c'était avant tout des stratégies politiques mises en place par les colons pour mieux diviser les personnes qu'elles allaient coloniser. Donc pour instituer des privilèges concrets basés sur la couleur de peau. Et c'est ça qu'il faut dépasser aujourd'hui. C'est pas des questions de morale, c'est pas est-ce que j'aime bien les noirs, les blancs, etc. Non. C'est vraiment casser ces mécanismes dont on hérite. Et pour ça, comprendre l'histoire coloniale, c'est hyper important. J'espère que vous avez beaucoup appris. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!